Et salut à tous, c'est Zorba, moi aujourd'hui pour l'épisode 3 d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc, comme tout bon épisode qui commence, on va finir notre base de données. Alors le El Tiberion, donc on le sait rien de lui, El Tiberion, le requin. En dehors des rares occasions où il a croisé le chemin d'Edward Kenway. Sa loyauté indéfectible envers son employeur Laureano Torres pourrait indiquer un lien de parenté, mais cela ne nous aide pas vraiment. Si nous voulons en savoir plus au sujet de ce garde silencieux, le plus simple sera de découvrir un descendant du gouverneur ou de remonter le fil de sa vie, jusqu'à ce que nous trouvions une confluence utilisable. À défaut, je doute que nous trouvions quoi que ce soit. Julien Ducasse, né en 1682, date de décès inconnue. Neveu du boucanier français Jean Ducasse, Julien est né à Montpellier. Prenant exemple sur son oncle, il s'est embarqué très tôt, combattant même à ses côtés durant la guerre de sécession d'Espagne. Ducasse, qui se battait dans le camp français, et par là même au profit du roi Philippe d'Espagne, devint rapidement un canonnier émérite, mais fut aussi rapidement déçu par la monarchie et son obsession de la lignée et de la naissance au détriment de la compétence et du talent. En 1704, alors qu'il avait reçu l'ordre de rejoindre son oncle et des centaines de soldats français pour prendre part à ce qui allait devenir la bataille de Vélez-Malaga, Ducasse préféra déserter et alla chercher fortune dans le Nouveau Monde. Il commença par s'acoquiner avec des négriers en Afrique, ce qui lui permit d'accumuler un petit pécule sur une période d'1 an, mais il ne pratiqua pas volontiers la traite et n'acquit jamais le détachement que réclamait cette activité. Et il partit pour les Indes occidentales à la recherche d'une autre vocation. Pendant la décennie qui suivit, Ducasse parcourut les Indes occidentales à la manière d'un mercenaire, travaillant avec ceux qui étaient prêts et avaient de quoi le payer. Privilégiant toujours l'intelligence et la compétence par rapport à la réputation et la naissance, Ducasse finit par entrer en contact avec Laureano Torres à Cuba, en qui il trouva un ami et un confident. Donc lui, 1642 Cuba, date de décès inconnue. Né à La Havane et élevé à Madrid, Laureano Thomas Torres y Ayala et Elvira de Cuatros Castellanos. Il a rejoint les rangs de l'armée espagnole à la fin de son adolescence et fut nommé quelques années plus tard, gouverneur des territoires espagnols de Floride, poste qu'il occupa de 1693 à 1699. Il regagna ensuite l'Europe pour prendre part à la guerre de sécession d'Espagne. Il fut nommé gouverneur de Cuba en 1708 et resta 3 ans à ce poste avant d'être accusé de corruption et arrêté. Acquitté, il parvint à retrouver sa position en 1713. Durant son mandat à Cuba, il apporta de nombreuses améliorations à la ville, renforça les défenses de l'île et lança la production de tabac. Il demeura gouverneur jusqu'en 1716, date à laquelle il se retira pour se consacrer à des œuvres caritatives, notamment la construction d'hospices. Donc après il y a le sage et outre... Ok. Donc le sage et le sage d'Abstergo contiennent quelques références à des hommes appelés le sage ou un sage, mais elles sont rares et semblent porter sur des personnes différentes ayant vécu en des lieux et des époques très éloignées. Le premier exemple a été retrouvé sur une tablette d'argile dans l'écriture cunéiforme sumérienne, et le dernier est une simple note datée de janvier 1704, dans le journal intime de Laureano Torres. En l'état actuel des recherches d'Abstergo, 7 sages semblent avoir foulé cette planète au cours des 12 derniers siècles, mais leur nombre réel est probablement plus élevé. L'aspect le plus étrange de cette affaire est l'impressionnante similarité de la constitution et des traits de ces hommes. Ils se ressemblent d'ailleurs, à toute description confondue, tellement qu'on a parfois l'impression qu'il s'agit d'un seul être qui serait immortel. Cependant, 2 des 7 références relatent précisément sa mort et son inhumation. Aurions-nous affaire à une forme étrange de réincarnation ou existe-t-il une explication plus simple qui nous échappe pour l'instant? De nouvelles recherches s'imposent. Et Woods Rogers, donc, date de naissance 1676, Angleterre. Donc Woods Rogers est né dans une riche famille de marins fermement enracinés à Poole et à Bristol, en Angleterre. Son enfance et son adolescence furent marquées par le travail et l'ambition. À 18 ans, il était apprenti navigateur. À la mort de son père en 1706, Woods hérita de la prospère compagnie maritime familiale qu'il entreprit de gérer avec beaucoup de passion. De 1704 à 1707, sa fortune comme sa famille s'agrandirent.
Et lorsqu'il atteignit l'âge de 27 ans, son mariage avec Sarah Whetstone avait donné naissance à un fils et 2 filles. À la fin de 1707, cependant, les importantes pertes financières que lui avaient causé les attaques des forces françaises lui donnèrent l'idée de se refaire en employant les mêmes méthodes. Parcourant Bristol à la recherche d'un partenaire potentiel, il le trouva en la personne de William Dampier, vieil ami et capitaine malheureux, qui l'incita à mettre sur pied une expédition corsaire dans le Nouveau Monde. En 1708, Rogers prit les dispositions nécessaires et partit à la tête de son propre navire pour un voyage difficile qui devait durer 3 ans. Il fut émaillé de nombreux succès et échecs. En 1709, au large des côtes ouest d'Amérique du Sud, il recueillit un marin naufragé du nom d'Alexander Selkirk. L'homme, qui avait passé près de 4 ans dans un isolement complet, allait servir d'inspiration quelques années plus tard au roman Robinson Crusoe. Après avoir recueilli Selkirk, la flottille de Rogers engagea un navire ennemi, accrochage, qui lui valut une blessure au talon et une balle dans la joue gauche. Il demeura cependant à son poste et continua à commander jusqu'à son retour en Angleterre à la fin de 1711. Afin de célébrer son retour, il se fit opérer et extraire la balle, toujours logée dans son palais. Désormais de santé fragile, mais toujours aussi motivé, Rogers s'entreprit d'écrire ses mémoires. Il eut un succès immédiat et lui rapporta des revenus importants. Mais cette brève gloire fut ternie par la mort de son fils, tragédie qui assombra encore quelques mois plus tard le départ de sa femme. Qui plus est, des membres de son ancien équipage lui firent un procès, l'accusant de s'être approprié des marchandises et sommes d'argent pris à bord de navires ennemis. Rogers constitua sa défense mais perdit l'affaire. En 1713, brûlant de reprendre la mer, il organisa un voyage vers Madagascar en se faisant passer pour un marchand d'esclaves, mais son intention réelle était de découvrir si les rumeurs de colonies de pirates implantées là-bas étaient fondées. Lorsqu'il arriva à Madagascar, après des mois de navigation éprouvante, il s'aperçut que les légendes qui couraient au sujet de Libertalia, la ville des pirates, étaient largement surfaites. Les pirates de Madagascar étaient peu nombreux, malades et désemparés. Après avoir passé plusieurs mois sur place, Rogers rentra en Angleterre avec un sentiment d'échec. Mais Wood Rogers n'était pas homme à baisser les bras, et il reporta son attention sur les Indes occidentales, et plaida sa cause auprès du roi George afin d'obtenir une commission l'autorisant à chasser les pirates qui sévissaient dans les Caraïbes. Sur ce point, il obtint gain de cause. Au terme de quelques années de démarches diligentes, le roi George nomma Woodes Rogers gouverneur des Bahamas. Il allait enfin pouvoir imprimer sa marque et instaurer la justice dans une région où le chaos était enraciné. Hop, on va mettre chronologique. Voilà. Alors, le bureau des assassins, la cathédrale de La Havane, la construction de la cathédrale de la Virgen Maria, de la Concepción Immaculada de la Habana, a débuté en 1748 et s'est achevé en 1777. Exemple magnifique de l'esthétique baroque, son asymétrie manifeste et son matériau original, du corail extrait de l'océan tout proche, en font un lieu de culte unique au monde et l'un des monuments les plus iconiques des Caraïbes. Vous pouvez mettre des notes. Prison du gouverneur, avec l'extension de la tâche et responsabilité dans les Indes occidentales, les autorités coloniales avaient été souvent contraintes d'improviser. Il n'était pas rare que les fortifications fassent également office de prison ou de résidence du gouverneur. Ok. De gauche à droite. Qu'est-ce que t'as en tête, mon ami? Retrouver mon arme et voler un navire. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta. Hop.
What the fuck? Oh le bug qu'il y a eu. On va voler un brick. Allez, prends ce qu'il te faut. Ce sera pas long. Les prisonniers ne manquent pas sur ces navires. Libère-les, et crois-moi, ils viendront avec nous. Alors c'est ça notre plan. Libérer tout ce qu'on voit et voler un navire rapide. Il y a un brick dans cette flotte, je vais le trouver. Hop. C'est mort. ¡Allí! ¡A por él! Bonjour. La générosité se paie. Tu vas naviguer avec moi. Je t'accompagnerai en enfer, mon ami. Génial. C'est ce que j'aime entendre ça. J'en ai libéré 9. Hop. Merde. J'oublie que je peux pas siffler quand je suis approché. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Alto ahí! ¡Objetivo a la vista! Ils sont où les pirates? Hop. ¡Paso más, bastardo! ¡Que no escape! Maintenant que j'ai mes armes, ça me chie. Hop, t'as cru que t'étais qui toi? Tac, tac. ¡Ja! ¡No te escaparás! T'es mort, j'ai dit. C'est quoi toi? Hop. Et tiens, mange. Ah, ils sont là. Allez hop. Comment ça, chargement? T'as pas fini dans Voy a ir l'hiver? a lo más alto. Esto es una locura. Ils sont là. ¡Alto! Veamos tus tripas. Hop. Tasse, moi je te dis. Paf. ¡Deja de retorcerte, pirata! ¿Me entiendes? ¡No te muevas! Salut. Hop, libéré. On va grimper sur le pont. Tenez-vous prêts. Bon, j'ai tué tout le monde sur le bateau, hein, mais sinon...
j'ai besoin de plus de pirates. Wouhou! Ah d'accord, c'est pas l'ennemi. Oh putain. Oh! ¡En el punto de mira! Ils sont en train de se faire sauter tout seul la gueule. Ah merde! Hop! Merde. T'inquiète, hop! Hop là! Tiens! ¡Todos a una! Tiens! Salut! Hop, libéré. Il y a un joli petit brick qui n'attend plus que nous, mes amis. Wouhou! Merde, 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 merde. Oh non! Je croyais qu'il allait sauter de l'autre côté! Putain! Ah! Oh, il va falloir que je libère tous, c'est pas possible, non? Ah non, c'est bon. Il y en a plus qu'un que... Ça, c'est ça que je voulais faire, je crois qu'il y avait un truc. Bon, si j'arrive à les défoncer assez rapidement, là. Plutôt. Ouais, parce que t'as 3 et 3. Allez les gars, si on se noie aujourd'hui, ce sera pas ici. Et voilà, j'ai libéré les 23 pirates. Une corde. ¡Alto! C'est ¡Esto no durará! Wouhou! Salut, c'est mon bateau ici, voilà. Ah, il casse les couilles. Cassez-vous. Tous à bord, les gars! Gardez vos chansons pour Neptune, sac à vin. La tempête vient sur Sac à vin, toi, je t'aime déjà. Oula, levez l'ancre. Les autres, la moitié J'avoue va qu'on a glisser, oublié les notre autres au grand mât. sac à On va vin. mettre cet ouragan derrière nous. Allez les gars, tournez de Rome pour tout le monde. Garde un œil sur ces galions. Ils ne doivent pas nous attaquer. Augury, ils sont bien trop lents pour ce temps. ¡Prêt à faire feu, capitaine! Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Ces hommes connaissent la mer. On va s'en sortir. Neptune les emporte! C'est là qu'il est le plus vulnérable! Raté! Tout est bien en place? Là, capitaine! C'est là qu'il faut viser! Bam.
Cet ennemi n'est pas tout seul. Trop grande. Gardez... Nous ne pouvons pas nous mesurer à eux, capitaine. Accrochez-vous. Le charpentier va avoir beaucoup de travail. Encore un coup. Ah non! J'ai voulu tourner. Ah, fais chier. Garde un œil sur ces galions. Ils ne doivent pas nous attaquer. Conqueris, ils sont bien trop lents pour ce temps. Neptune les emporte. Ah merde. Neptune les emporte. Neptune... Crampe. Donne tous les ordres que tu voudras, mon ami. On va devoir l'affronter. Ces hommes connaissent la mer. On va s'en sortir. On attend les ordres. Feu! Bon sang, pour rectifier le tir. Feu! Non! Attention! Je la vois. Oh putain. Scélérate. Ils tirent sur nous. Accrochez-vous! Ils nous ont pas ratés, sœur. Attention au choc. Ouais. Rempalez-vous. Agrippez-vous. Une trombe! Garde tes distances! C'est tout bon. Il faut que je garde le cap vers le nord. Vire de bord! Par l'enfer. C'est à côté. Prêt à faire feu. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Maintiens le cap! Oh. Ah mais il est en train de me tirer. Non c'est bon. Allez. Allez. Babeur, babeur. Feu! C'est tout bon. Que de l'écume. On attend le signal, sœur. Par tribord. Une trombe. Une lame gigantesque par tribord. Oh. Allez. Putain, il y en a encore. Oula. Putain. On est bientôt arrivé. Bientôt arrivé. C'est sûrement plus très loin. Parez à faire feu. Et voilà. On a réussi. Oh, par le diable. On a réussi. Regardez ça, ça remonte le cœur. Ah c'est beau hein. J'ai l'impression qu'on vient d'échapper aux mâchoires de Neptune. Je m'appelle Edward. Merci pour ton aide, mon ami. À dévoiler. À dévoiler.
T'es déjà allé à Nassau, à Dewallet? Pas encore. Eh bah, c'est notre prochaine destination. Regarde ça, il a vraiment souffert le martyr. Je crois que je vais le garder. Tous à l'arrière, les gars! On le ramène chez nous! Oh putain, il a morflé le bateau. Ah, il a pris dans sa gueule le bateau. Putain. J'ai fait mon choix, Adé. Il s'appellera le Jackdaw. Un oiseau rusé que j'aime depuis mon enfance à Swansea. Une petite créature sombre, non? Ça ne t'a pas gêné que je dise que ce brick était à moi? C'est le genre de gêne que j'ai appris à tolérer en côtoyant des gens au caractère aussi... clair. Tu as raison. Aucun de ces hommes ne voudrait de toi pour capitaine. Alors, quelle place pourrait compenser un tel manque de clarté? Second. La place de quartier-maître. Ah, regarde. Rien de moins. Très bien. Et comme quartier-maître, as-tu un petit conseil pour ton jeune capitaine? Du repos et de quoi manger nous ferait du bien avant l'assaut. De l'eau douce à boire. Et trouver de quoi se nourrir et Du réparer. rhum. Bien raisonné, Adé. On va chasser, tu as raison. Puis on va chercher un endroit où mouiller. J'ai cru voir quelques caisses dans la cale. De la poudre et des pistolets. Je vais pouvoir me fabriquer un deuxième étui. C'est un bon début. Mais ça te fait rire? On devrait commencer par parler de l'état du navire. Quel est le problème? J'ai fait le tour du pont à feu ce matin. Et j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai vu. Les bouts de feu étaient entassés comme du petit bois. Et crois-le ou non, une mèche brûlait encore. Bon Dieu. Et à côté, 2 barils de poudre plus proches que Marie de sa femme. Prêts à sauter à la moindre étincelle. On va devoir ranger ça comme il faut. Quant au canon, autant les jeter par-dessus bord. Des lumières à déboucher, de la rouille sur les fûts. Des écouvillons aussi nus que des broches. Et des câbles si pourris que je coulerais pas un bouton avec. En fait, Edward, il faut du bon matériel et l'entretenir avec soin. On va pas gagner nos batailles en hurlant sur nos ennemis. Alors occupe-toi de ces armes si tu le peux. Mais n'oublie pas de réparer le Jackdaw. J'oublierai pas. Je vais me faire un devoir de maintenir ce navire et son équipage en bon état. Ah putain, yes, on a les champs marins. Garez tout, sauf la grande toile! Verlez la main dessus! Le capitaine reprend la barre. Faites gonfler la grand voile! Toute la toile! Les huniers et les cagatoires! Le navire file vers la terre! Gardez les huniers! Feu! Touche-le au bon endroit, il va disparaître! À ton signal, capitaine! Feu! Là, capitaine, c'est là qu'il tire sur nous! Feu! On fait aussi vite qu'on peut! Pour la manœuvre! Feu! Salve ennemi! Notre coque souffre, mais pour le moment, ça tient! Travail. Feu! Vous voulez finir? C'est là qu'il faut tirer! On manque de poudre! Feu! On est presque paré! Il est vulnérable à cet endroit! Capitaine! Capitaine, un coup bien placé à cet endroit! Hop, Ah, j'ai raté raté! mon truc. Feu! Un tir bien ajusté lui ferait traîner la batte! Prêt à faire feu! On est paré, capitaine! Il s'est décalé. Attention, ça glisse! C'est décalé. Voilà ce qu'on l'aborde, capitaine! Ouais. Feu! Faut
Tirez là, capitaine, juste là. Neptune les emporte. Ah, bon sang, faut ajuster le tir. Hop. Capitaine à la mer. Captain. Bonne tuer au saut. Ok. Hop. Ah, ils veulent qu'on tire sur un iguane aussi. Ah merde, d'accord. C'est ça là-dedans. Capitaine à la mer. Capitaine par-dessus bord. Ah, par-dessus bord maintenant. C'est raté. Sont où les iguanes? Merde. Du coup les oxydes je les ai. Par contre les iguanes. Je vais me faire prendre l'observation. Alors. Ah, je l'ai raté. Hop. Wow. Ah, faut faire un assassinat aérien sur... Non. Oh yes. Ah merde, il s'est barré. Viens là mon grand, ramène-toi. Putain. Mince. Je voulais... Ouais, ça va. Ah, peut-être lui. Non, trop loin. Trop loin encore.
Sur là-bas. Il n'y en a jamais en dessous, quoi. C'est chiant. Ils s'en battent la race. Ah non, eux ils ont couru. Ouais, tant pis, hein. Ouais. J'aime mieux ça. Carte au trésor. Petite bouteille à la mer. Ah, c'est notre bateau. Ah, dévoilé alors du coup. Alors, né de parents Ogoni, esclave à Trinad, Adéwalé fut vendu à une riche plantation avant son adolescence. Il vécut à plantation, travaillant au champ et cherchant en apparence un moyen de la quitter, mais peu disposé à mener une existence de fugitif. La chance fournit à Adéwalé le signe qu'il attendait. À l'approche de son 16e anniversaire, un groupe de boucaniers attaqua la plantation et s'empara de la canne, du sucre raffiné et de tous les rails qu'ils purent trouver. Adéwalé saisit l'occasion et transporta une caisse de sucre dans l'une des chaloupes à bord desquelles les boucaniers avaient embarqué. Étonnés de voir un esclave parmi eux, les forbans lui firent cependant reconnaissant de son aide et d'accueillir au sein de l'équipage. Adé navigua pendant de nombreuses années avec ce premier groupe d'hommes, apprenant rapidement la vie en mer et heureux de développer ses compétences et de vivre ses passions. Et si son existence parmi les boucaniers ne fut pas exempte du racisme si répandu à l'époque, il le prit plus comme une occasion de s'affirmer que comme une brimade. En 1715, la malchance frappa. Le navire sur lequel il se trouvait heurta un banc de sable près du navire du port de La Havane. Les boucaniers, essentiellement britanniques à l'époque, tentèrent désespérément de dégager leur navire, puis l'abandonnèrent à la pourrage d'un galion espagnol. Mal leur en prit, ils furent dévorés par des requins bulldogs. Adé resta à bord et attendit. Il fut emmené à La Havane pour interrogatoire et inspection, et les autorités locales décidèrent d'envoyer en Espagne où, parlant couramment l'anglais, l'espagnol et le français, il ferait un excellent interprète. Quelques semaines plus tard, il fut embarqué à bord d'un des galions constituant le convoi du trésor en partance de Séville. Sans le lu, sans le lu. Hop, hop. Plage de cocotiers. Les iguanes. Cela, donc félin sauvage nocturne, l'oxalote présente généralement une fourrure dorée, parsemée de taches plus foncées à l'image du jaguar. La taille varie beaucoup, certains étant à peine plus grands qu'un chat domestique, d'autres atteignant une longueur d'1,20 m. Ok, et l'iguane, on le trouve du Brésil au nord,
du Mexique en passant par les Caraïbes, mais aussi au Texas, en Floride et à Hawaï. Cet iguane commun se nourrit exclusivement de feuilles, de fleurs et de fruits. L'iguane prend généralement la fuite lorsqu'il se sent menacé, mais il lui arrive de se hérisser, de siffler et de donner des coups de queue, voire de mordre. Ah, les champs, on a tout ça comme champ. Quel bonheur. Hop. Donc c'est là où il y a tous les cocotiers. Et le gros caillou tout droit. Il est où le gros caillou en pointe? Ça doit être lui. Dégage. Putain, attends. Oh là. Faut que j'aille me repérer. « 749, 625, quoi? Ah, attends. Ah. Non? Voilà, et deux palmiers. Je crois qu'il faut oui. Il y a le caillou pas loin. Ah, ça doit être ça là. Ouais, qui sort de l'eau comme ça. Là, il y a le caillou qui est là. Ça sera un peu plus au nord. Je suis dans le truc.
Quoi? On s'en bat les couilles des codes de triche. Oui, bah ta gueule. Oh, oh, oh. C'est quoi là le truc? Ouais mais attendez là, moi j'ai un trésor à trouver. Je suis un pirate. Comment le trésor? Alors c'est pas du tout là. Ouais mais c'est l'indication. Ouais non mais en fait je sais pas ce qu'il est foutu. C'est pas là je pense. Cette or là on l'a pillé. Enfin cette île là on l'a pillé. Hop. Oh, et Captain, t'as ce qu'il te faut? Mes désirs et mes besoins sont séparés par une abîme, Adé. C'est marrant que tu dises ça. J'ai réussi à me fabriquer un nouvel étui. Reste plus qu'à trouver le pistolet. Tiens. Tiens. Il traînait dans la cale, comme tu l'avais dit. À peine mieux qu'une sarbacane. Mais ça ira. Alors, ils sont reposés? Ou tu veux qu'on reste ici plus longtemps? Mieux vaut remonter l'ancre. L'équipage brûle de retrouver la civilisation. Tu trouveras pas de civilisation en assaut. Mais c'est l'endroit rêvé pour prendre du bon temps. Pistolet multiple. Donnez-moi de la toile! Allez, on va prendre ce vent! Prêt à faire feu! Donnez toute la toile! Donnez toute la toile! Non, je sais pas encore. C'est con, j'étais en train de faire chanter mes marins. C'était marrant. Assaut Barbas, septembre Vas-y, sale chien 1715. de terre! Dis-moi que tu m'arrêtes! Dis-le! Alors Benoît. Tu les connais? Fiche le camp, boyau! Retourne chez ton maître! Aïe. On a été corsaires ensemble, jusqu'à la fin de la guerre. Je te retrouve à terre. Alors Benoît ou pas? I'm far less peppered than those cheap Spanish harlots.
La hold. Merde. Attendez, est-ce que là maintenant il faut avoir des améliorations ou pas? Alors, donc Nassau, le premier nom de la ville fut, comme tant d'autres, Charles Downey. Mais elle fut rebaptisée Nassau en l'honneur du roi Guillaume III de la maison d'Orange-Nassau. Cette cité dispose d'un passé haut en couleur. En 1706, le gouverneur officiel quitta la ville, privant la couronne britannique d'un contrôle direct sur les Bahamas. Les îles vivotèrent pendant près d'une décennie aux mains de sujets britanniques peu désireux de porter un titre officiel. En 1713, toute la région était devenue un havre pour les pirates, mais c'est à cette époque que Benjamin Hornigold proclama que Nassau était une république pirate. Il se nomma gouverneur et par la suite tous les pirates dotés d'un peu de bon sens et d'un minimum de réputation en firent leur port d'attache, transformant ce bourg d'un millier d'habitants en un nid d'infâmes bâtards, selon les termes du gouverneur des Bermudes. Et à Nassau, du coup, nous avons la Old Avery Tavern. Donc cet établissement, qui porte le nom du roi des pirates Henry Avery, était très apprécié des marins au début du XVIIIe siècle. Selon la légende, Avery lui-même détenait des parts dans plusieurs tavernes des Indes occidentales, et il s'agit probablement seulement d'autopromotion. Bon Dieu, quelle joie de revoir cette frimousse. Approche et trinque avec nous. Bonjour les gars. Salut Kenway. C'est qui lui? Adewale. C'est le second du Jackdaw. Jackdaw. T'as baptisé ton beau brick d'après un tas de plumes miteux. Salaud. Adé, ces messieurs sont les piliers de notre nouvelle non. confédération. Ed Hornigold. Satch, Ben Hornigold, Ah non. James Kidd. Ed Touch. James Kidd là-bas. Et tu le laisses porter un pistolet? Du calme, Ben. Adé m'a sauvé la vie. Ed Touch par Benoît. Et il va m'aider à recruter des hommes pour mon équipage. Bah, les bras, c'est pas ce qui manque par ici. Mais sois prudent. Un contingent de marins du roi a débarqué il y a 2 semaines. Et depuis, ils se pavanent comme si la ville leur appartenait. D'accord. Je vais voir qui je peux trouver. Hornigold. Enfin, nous t'en rencontrons, Hornigold. Donc là, ils vont nous mettre 3 bios de personnages. Alors, indique le potentiel de l'équipage. Ok. Liste des moyens d'occulter les engagements de taverne ou aider des pirates en danger. Personnage. Benjamin Hornigold, date de naissance milieu des années 1680. Date de décès inconnue. Benjamin Hornigold est probablement né à Norfolk, en Angleterre, même si on ne retrouve aucune preuve formelle. On ignore également tout du début de sa vie. Les premières traces de lui ont trait à ses premiers exploits de pirates dans les Indes occidentales en 1713-1714. Il fut l'un des premiers pirates à faire son apparition après la guerre de sécession d'Espagne, ce qui tend à nous faire penser qu'il faisait partie des centaines de corsaires que la paix priva de ressources. Comme beaucoup d'autres marins britanniques, Hornigold passa l'essentiel de son existence aux Bahamas, s'installant finalement en Nassau. C'est là qu'il entama une carrière d'authentique pirate, même s'il continuait à se causer comme corsaire du moins les premières années. Navigateur et stratège de talent, Hornigold était dépourvu de la dureté nécessaire pour réussir dans ce métier. Il se refusa ainsi jusqu'en 1716 à attaquer les navires anglais par loyauté envers son pays natal. Edward Thatch, 1680, Angleterre. Connu selon les sources sous les noms de Thatch, Tish, Sitch, Tash,
Teach Touch, Teach Tac Tac et bien d'autres. Nous sommes quasiment certains que cet Edward est né ou à peu près ou près de Bristol et a pris la mer assez jeune, probablement à l'adolescence. On est évidemment qu'il est arrivé dans les Indes occidentales peu après avoir quitté l'Angleterre. Si tel est le cas, Ed Thatch a largement pris part à la guerre de succession d'Espagne. Un conflit qui a mis aux prises presque tous les empires européens. La Grande-Bretagne s'y opposait au royaume de France et d'Espagne. Au cours des années 1700 à 1713, Thatch a probablement été corsaire ou, à tout le moins, marin sur un navire marchand au service de la couronne portée à l'époque par la reine Anne. Mais le traité d'Utrecht, qui rétablit la paix en Europe en 1713, laissa Thatch et ses camarades sans travail, loin de chez eux. Afin de subvenir à leurs besoins, ils se tournèrent alors vers la piraterie. Thatch se lia d'amitié avec un capitaine du nom de Benjamin Hornigold et rejoignit bientôt son bord en tant que maître d'équipage, a priori entre 1714 et le début de 1716. Thatch, Hornigold et le reste de la bande volante, surnom que s'étaient choisi ces pirates, s'installèrent en assaut et commencèrent à échafauder des plans bien plus vastes et audacieux que ceux de la plupart des pirates de l'époque. Désireux de disposer d'un pays à eux, ils se mirent en tête de transformer Nassau en havre de paix ouvert à tous ceux qui désiraient échapper aux règles des empires. Et James Kidd, 1695. James Kidd est un jeune homme au passé mouvementé. Avant même d'avoir franchi le cap des 20 ans, il était plein d'assurance et ne s'en laisse pas compter. Il prétend aussi être le fils bâtard de William Kidd, le célèbre corsaire devenu pirate, capturé et pendu par les autorités britanniques en 1701. Si James ne dispose d'aucune preuve de cette filiation, sa mère le lui a toujours affirmé avec insistance, déclarant qu'il était le fruit d'une nuit de passion torride avec le capitaine Kidd juste avant le départ de celui-ci pour Londres en 1695. Le fait qu'il ait grandi sans père, élevé par une mère dépensière, n'a guère favorisé ses perspectives de mener une existence normale, et à l'âge de 12 ans, il commença à travailler à bord des navires marchands naviguant entre les compagnies britanniques d'Amérique du Nord et les Indes occidentales. À 17 ans, James s'installa à la Jamaïque, et où il continua à exercer le métier de marin. S'il n'a jamais navigué avec des pirates tels que Ben Hornigold, Ed Thatch ou Edward Kenway, James fut l'un des premiers marins à s'établir en assaut et jouer un rôle majeur dans la naissance de la République. Eh ben. Envoie les hommes que tu trouveras au Jack d'Or. Je les mettrai au travail. Merci, Adé. Bon bah ça c'est fait du coup. Vous êtes qui vous? Ah c'est pour tabasser les gens. Je vais juste récupérer ce coffre là, comme ça je vais sauvegarder. Enfin, il est où ce coffre? Il est là. Plein de coffres en assaut à trouver. Bon bah du coup c'est là-dessus qu'on va finir notre épisode. Donc on continuera à recruter nos pirates et on fera aussi un maximum de points d'observation qui seront situés sur l'île. Donc je vous remercie à tous dans cet épisode. C'était Zorobama et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à tous.